Voilà, j'aimerais qu'on accueille maintenant Nicolas Pereira, le président du World Impact Summit, et qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Vous allez découvrir ensemble les deux parrains de cet événement qui se tient la semaine prochaine à Bordeaux. Regardez. Bonjour à tous et à toutes, je suis Bertrand Picard, président de la Fondation Solar Impulse. En 2022, j'ai pu constater de visu à Bordeaux le sérieux et l'importance du World Impact Summit. Et c'est pour ça que cette année, j'ai accepté avec plaisir de le parrainer et de venir. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on parle de solutions davantage que de problèmes. Solutions climatiques, solutions environnementales, solutions qui peuvent également permettre le développement d'une économie qualitative et d'une meilleure qualité de vie. Donc je serai présent, j'y parlerai, j'amènerai aussi des solutions qui ont été labellisées par la Fondation Solar Impulse et je me réjouis beaucoup de vous retrouver les 25 et 26 mars prochains. Bonjour à tous. En tant que présidente et cofondatrice de l'association Spéromarie, ambassadrice Océano-Éducation au sein de l'Institut océanographique de Monaco, je suis extrêmement heureuse et honorée d'être la marraine de la 7e édition du World Impact Summit. Cet événement est une véritable opportunité de rassembler ceux qui œuvrent pour un monde plus durable et solidaire, et j'en suis fière d'en faire partie. Je vous donne rendez-vous à Bordeaux le 25 et 26 mars à l'Arkea Arena pour une édition exceptionnelle. À très bientôt. Voilà, j'accueille donc Nicolas Pereira, le président du World Impact Summit. Cher Nicolas, bonjour. L'hémicycle sera aussi présent, parce que la transition écologique nous intéresse à Bordeaux pour ce sommet. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots? Puis voilà, vous avez la femme qui décide, la femme qui regarde, la femme qui s'intéresse à ces sujets. Le World Impact Summit de Bordeaux, c'est quoi? Alors, le World Impact Summit, c'est un sommet qui réunit des acteurs politiques, économiques, institutionnels autour des grands enjeux de la transition écologique et sociale. Avec un regard, et c'est ce que disait Bertrand Picard, un regard axé sur les solutions, l'optimisme des solutions plutôt que le pessimisme de l'environnement actuel, des géopolitiques notamment. Donc résolument tourné vers l'envie d'agir pour la transition écologique et effectivement on réunit ces acteurs qui sont à la fois des maires, des collectivités, des institutionnels, l'ADEME, l'OFB qu'on mentionnait tout à l'heure participent à l'événement et des entreprises qui sont à notre sens un des maillons essentiels de la mise en œuvre de la transition écologique et de sa réussite. Parce que, et ça sera un des sujets que je voulais aborder avec vous, Madame la Ministre, le plan d'adaptation, mais parce que je crois que les entreprises doivent être au cœur de ces questions d'adaptation et de transition écologique. Alors, l'hémicycle a consacré, je voudrais qu'on voit aussi la une de ce supplément, un supplément à l'événement et aux questions qui intéressent Agnès Pannier-Runacher. Voilà, c'est le supplément de l'hémicycle qui s'appelle le sommet des solutions à impact positif. Donc avec nos partenaires, on a réalisé ce cahier qui explique, je pense, assez bien. Mais avant de le lire, vous l'avez peut-être lu, Nicolas Pereira, d'ailleurs. Je l'ai lu en partie. Vous l'avez lu en partie. Mais il n'est pas encore publié. Vous dites des solutions à impact positif. Tout à l'heure, un peu de manière directe, je demandais à la ministre comment concilier les contraintes de l'entreprise. Je prenais des exemples précis avec l'écologie. Tout le monde a compris qu'il y avait un changement climatique. Enfin, à part quelques-uns, tout le monde a compris qu'on était dans une situation complexe. Puis vous avez des industriels qui expliquent que c'est pas simple pour eux de changer leur façon de produire. Alors c'est vrai, mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que les entreprises ne sont pas contre l'écologie, elles sont contre la bureaucratie qui, effectivement, parfois complexifie la question de la transition écologique. Et nous, on a plutôt des entreprises qui sont moteurs, qui ont envie de mettre en œuvre. Alors parmi nos partenaires, il y a le groupe Vinci, il y a le groupe SEB, Voltalis, qui est un acteur qui fait de l'effacement énergétique, sujet très important pour RTE et pour notre disponibilité en énergie. Des acteurs comme l'ISEA aussi, enfin de nombreuses entreprises, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont effectivement vraiment actrices de cette transition écologique et qui sont convaincus que c'est la bonne voie, et par ailleurs qui sont aussi convaincus, et c'était mentionné tout à l'heure, que c'est un avantage comparatif sur le marché mondial qui est un avantage intéressant à défendre. Moi, je suis plutôt effectivement dans la période de backlash écologique.
alors à la fois inquiet, mais peut-être que d'ailleurs on pourra partager une forme d'inquiétude. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, sur le fait que eh bien, face à ce contexte géopolitique mondial qui va plutôt en recul sur la transition écologique, comment est-ce que l'Europe en fait une force? Parce que le modèle qu'on a construit, à mon sens, est un modèle qui a beaucoup d'avantages à l'échelle mondiale, et il faut savoir le défendre et le protéger. C'est peut-être là où effectivement il y a quelques sujets de protection du modèle européen par rapport à ses voisins qu'il est nécessaire davantage renforcer. Mais, Madame la Ministre, étant sur ce plateau le plus incompétent sur ces questions-là, j'aimerais vous poser une question. On a du mal à vérifier le contenu des conteneurs qui arrivent au Havre et ailleurs, dans lesquels d'ailleurs il y a à peu près tout, et notamment de la drogue, hein, c'est un vrai sujet. Mais alors comment est-ce qu'on est capable de contrôler, par exemple, les productions qui arrivent de Chine et qui ne répondent pas aux critères qu'on impose aux industriels qui produisent encore localement? C'est une question qui me semble essentielle. Alors, ça dépend des filières que vous mentionnez, mais le premier élément, c'est effectivement d'avoir une protection du consommateur qui ne soit pas juste axée sur le prix, mais qui soit axée sur la santé et la protection du consommateur et la protection de son emploi. Parce qu'à un moment, dans la construction de la politique européenne, on a confondu protection du consommateur et protection des Européens. Et on a sacrifié l'employé ou le salarié au consommateur. Le sujet, c'est pas d'avoir les marchandises produites au prix le plus bas, dans des conditions environnementales et sociales épouvantables, et surtout qui présentent des problèmes de santé. Quand la DGCCRF contrôle un certain nombre de marchandises, je pense à des plateformes. Nous, notre problème, c'est moins les conteneurs, parce qu'il y a quand même des contrôles aux douanes. Vous pensez à Shine, à Temu, à ce genre de plateformes. Les plateformes qui passent au-dessus, en fait, par des envois directs. Quand on a fait des contrôles sur la plateforme Wish, c'était quand j'étais en charge de la consommation, c'était chercher-trouve. C'est-à-dire 50% des marchandises étaient non conformes sur des jouets pour enfants. Et avec des enjeux de santé directe. C'était pas une question, même pas enfin, j'ose pas dire même pas environnementale, mais c'était un sujet de danger pour l'enfant. Donc c'est là aussi où moi je travaille sur la proposition de loi contre l'ultra fast fashion, mais le sujet c'est de remettre la protection des Européens au centre du jeu et de redire, et c'est ça aussi la notion d'écologie populaire, l'écologie elle ne sera acceptée. Et pas punitive. Exactement. Les écologistes ont réussi à nous dégoûter de l'écologie. C'est assez terrifiant. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de montrer que l'écologie est avant tout un enjeu de protection des plus vulnérables. Je l'ai dit sur la qualité de l'air, mais je peux le dire sur la qualité de l'eau. Je peux le dire par rapport à des marchandises dont la qualité est nuisible à la santé des personnes. Et en fait, quand les prix sont trop bas, il y a un loup. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Vous ne produisez pas des produits certifiés de qualité et sans risque pour la santé. Est-ce que la bataille n'est pas perdue? Est-ce que la bataille n'est pas perdue? Moi, je vais les citer, les plateformes. C'est pas votre job de les citer, mais moi, je les cite. Shine et Temu, par exemple. Ou on dit Chine, d'ailleurs. Je pense qu'on dit Shine et Chine. Bon. Enfin, je veux dire, ils ont une espèce de turnover de produits tous les jours différents proposés, où évidemment, le type qui va acheter une montre à 5 €, il sait très bien qu'il y a un problème. Mais comment est-ce qu'on va... Ça arrive directement chez le consommateur en France, livré par le sujet, effectivement, c'est d'informer déjà le consommateur, c'est-à-dire de lui dire la vérité sur ce qu'il achète, et notamment sur les enjeux de santé, parce que malheureusement, il n'a pas forcément cette notion-là, et c'est de le protéger sur ça. Après, c'est son libre choix. Et puis, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat. Nos grands-parents avaient l'habitude de dire « j'ai pas les moyens d'acheter bon marché parce qu'en fait, un t-shirt qui est au 3e lavage et à mettre à la poubelle, c'est pas certain que ce soit bon pour votre pouvoir d'achat. » Sur Chine, Madame la Ministre, vous n'êtes pas obligée de me répondre, parce que celle-ci, vous n'allez pas l'aimer. Mais ça vous a pas fait un peu mal au cœur de voir qu'un ancien ministre de l'Intérieur rejoignait une plateforme comme Chine pour en faire le lobbying? Moi, je ne juge pas des métiers des uns et des autres. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai une conviction. Si on a des convictions, les défend jusqu'au bout. L'enjeu qui est derrière, par exemple, la lutte contre l'ultra fast fashion, c'est nos emplois dans le textile, c'est les petits commerces des villes, et c'est également même la périphérie, les commerces en périphérie des villes, c'est-à-dire ceux qui ont fragilisé les petits commerces dans les villes. Et c'est l'emploi.
C'est ça qui est au cœur du sujet. Et lorsque vous regardez la manière... Moi, j'ai été élue dans le département du Pas-de-Calais. Je suis dans le département où la représentation... Un des départements où le vote Rassemblement national est le plus élevé en France. Je suis partie à la bataille en 2024, c'était primo-élu, dans un contexte qui était épouvantable. Quand j'ai fait du porte-à-porte chez les gens, je m'aperçois à quel point, en fait, ils adhèrent à cette vision-là. Mais en même temps, il y a cette promesse d'avoir accès à de la consommation qui est très, très attrayante. Sauf que si on leur dit le vrai coût pour la santé, le vrai coût pour l'emploi, le vrai coût pour la vie de leur village, en fait, monsieur, vous voyez les magasins partir, vous voyez le visage qui est en train de se mourir. Il y a une réponse à ça, elle est collective. Madame la ministre, là, les gens changent de discours. Après, je vous laisse parler, mais il y a un vrai problème de pouvoir d'achat quand même dans ce pays. Je regardais là, l'étude sort demain, les dépenses contraintes, c'est-à-dire loyer, transport, assurance. Numérique, c'est 1 400 et quelques euros. Le salaire moyen chez un employé, c'est 1 900 euros. Donc les dépenses contraintes, c'est celles... vous ne pouvez pas passer... Alors le numérique, vous pouvez vous passer, et encore, un téléphone. Non, vous ne pouvez pas vous passer. Qui aujourd'hui, si vous voulez, qui a 2 enfants, il y a un problème de pouvoir d'achat. Comment vouloir à des gens qui vont acheter des produits pas chers? Mais vous avez complètement raison. Mais le pouvoir d'achat passe aussi par l'écologie. Tout le travail que, par exemple, on parle du numérique, on est les champions européens, peut-être même du monde, du reconditionnement de téléphones et d'ordinateurs. C'est une mesure de pouvoir d'achat et c'est une mesure de baisse des émissions de gaz à effet de serre ultra efficace. Et en plus, ça crée de l'emploi. Ça tombe plutôt bien. Donc, des réponses, et j'aime beaucoup ce que vous dites. En fait, l'écologie, il faut le regarder quand même du côté de verre à moitié plein. On n'entend que des idées de fin du monde, d'impact sur le pouvoir d'achat, de problèmes sur la santé. Mais en 7 ans, on a fait un chemin considérable. Qui sait, par exemple, que nous avons baissé dans ce pays les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 7 ans. On les a baissées de 30% en 35 ans. C'est-à-dire que sur les 7 dernières années, on fait 2 fois plus que sur les 20 premières années quasiment. Alors, je veux dire, c'est quand même un vrai... Enfin, célébrons ça. C'est vrai que l'industrie, elle a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 50%. Et la France, pour le coup, à l'échelle européenne, est plutôt en avance. Donc, du coup, on est plutôt un modèle. Plutôt pas mal. Et on est exceptionnel en énergie. Alors, le sujet sur lequel je voulais revenir, parce qu'on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est le sujet du plan d'adaptation. Donc, il y a 1,6 milliard sur cette question-là. La France se prépare potentiellement à plus 4 degrés. En tout cas, si tout va bien et si les États respectent leurs engagements aujourd'hui. Voilà. Il faut préciser que ça inclut le fait que la France atteint la neutralité climatique en 2050. C'est-à-dire que ce n'est pas un scénario de renoncement, c'est un scénario sur la base des engagements de tous les États dans le monde. Et qui tient compte du fait que par notre géographie, notre latitude, ça se réchauffe plus vite en France qu'ailleurs. Effectivement, puisque c'est sur un réchauffement à 2,6 au niveau mondial et nous, c'est 4 degrés en France, puisque en effet, à notre latitude, ça augmente davantage. Alors, est-ce que dans le contexte actuel, vous n'êtes pas comme beaucoup d'écologistes un peu pessimistes par rapport à justement alors ce plan d'adaptation 1,6 milliard? J'ai l'impression que, alors c'est la première année, comment est-ce qu'on prépare la France à plus 4 degrés et qu'est-ce que c'est une France à plus 4 degrés sur les infrastructures, vivre en ville, l'agriculture, les ressources en eau? Tous ces sujets-là qui vont devoir être anticipés, alors c'est plus 4 degrés, c'est pas demain, mais c'est en 2100, ça nous laisse 75 ans pour nous adapter. Mais c'est peu pour transformer globalement nos infrastructures, nos villes, etc. Alors c'est quoi une France à plus 4 degrés et comment est-ce qu'on assure le financement de cette transformation sur les 30, 40 prochaines années? Alors, la première chose, c'est que vous le savez, le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que repositionner nos investissements, je pense notamment aux investissements des collectivités locales, sur les enjeux d'adaptation et de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, c'est, d'un point de vue de rentabilité d'utilisation des finances publiques, gagnant à peu près certainement. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la demande de la population sur ces sujets-là est en train d'augmenter. Lorsque vous regardez les sondages de préparation des élections municipales, vous avez 2 sujets qui émergent. Au niveau des municipales, c'est moins vrai au niveau national. Premier sujet, la sécurité. Investissement, ce sont les caméras de sécurité pour l'essentiel, compte tenu des compétences des communes. Et puis le deuxième sujet, c'est l'environnement. Et là, c'est le gros des compétences.
c'est comment je rénove l'école pour que les enfants meurent pas de chaud l'été et de froid l'hiver. C'est comment j'installe ou comment j'aménage ma station d'assainissement, comment je végétalise, comment je capte de l'eau pour me protéger des inondations. Et ce qui est intéressant, c'est que des solutions qui vont dans le sens de l'adaptation au changement climatique sont aussi des solutions de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou des solutions de baisse de la pollution ou des solutions de lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Et en particulier, les solutions fondées sur la nature sont montrées d'un point de vue académique, encore une fois, la boussole, la science, comme étant les plus efficaces et les moins coûteuses. Et on est toujours confiant, vous êtes toujours confiante sur le fait qu'on atteigne nos objectifs, compte tenu aussi de l'omnibus et donc d'une forme de recul quand même sur alors qui peut s'entendre sur les contraintes des entreprises, parce que comme vous le disiez, ça peut s'apparenter parfois plus à de la bureaucratie qu'à de l'efficacité sur les sujets de transition écologique. Tout de même, est-ce que vous êtes confiante sur le fait qu'on va atteindre nos objectifs? J'observe, comme tout le monde, qu'il y a un backlash sur l'écologie, que la trumpisation des esprits progresse et malheureusement, elle va au-delà de certains propos de partis extrêmes. Je pense évidemment à l'extrême droite, mais ça contamine aussi d'autres partis qui se présentent comme étant dans l'arc républicain. Donc ça, là encore, il faut porter le combat, mais en reprenant ce qu'est l'écologie. Un enjeu de souveraineté, un enjeu d'indépendance, un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu de protection des Françaises et des Français. C'est ça l'écologie. Et effectivement, je ne me revendique pas écologiste. Je me revendique du camp social-démocrate parce que c'est, je dirais, ma culture politique est plutôt à gauche. Mais en revanche, face à la question de la transition écologique, mon travail, ma responsabilité, c'est de trouver des solutions qui soient le plus impactantes pour les gens et en particulier les plus vulnérables. Et je peux multiplier les exemples, on en a parlé de quelques-uns sur ce plateau. Je donne un exemple. Lundi, j'étais à l'inauguration, à la pose de la première pierre d'une usine à Pau, d'une usine de recyclage de terres rares. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une question d'indépendance. 98% aujourd'hui de ce que va fournir cette usine est fourni par la Chine, en Europe. Et là, on a une usine qui va représenter 15% de part de marché mondiale. Donc, c'est notre indépendance. C'est des emplois, puis pas des emplois à mi-temps, etc. C'est des bons emplois. Et c'est de la transition écologique, c'est-à-dire on réduit notre empreinte carbone et on réduit notre impact, puisqu'en plus l'usine est au meilleur état de l'art, que ce soit en consommation d'eau, que ce soit en consommation d'énergie. Donc voilà comment on conjugue économie et écologie. Et comment est-ce qu'on permet... alors ça, c'est un sujet... Sur le World Impact Summit, on réunit énormément de solutions, qui sont des exposants qui viennent présenter des solutions, des petites entreprises, des grandes, parfois des petites qui rencontrent des grandes. Et on avait notamment le témoignage de... Je vais les reciter, mais du groupe Vinci. C'est dans la construction, par exemple. On identifie plein de solutions, mais en fait, la réglementation ne nous permet absolument pas de les utiliser. Et donc, au moment où ces solutions naissent, on n'est pas vraiment en capacité de les accompagner dans un passage à l'échelle parce que, en fait, tout simplement, on n'a même pas le droit d'utiliser ce qu'elles proposent comme matériaux innovants, par exemple, parce que les procédures pour obtenir les certifications sont extrêmement longues. Est-ce que le rôle de l'État, qui aujourd'hui a moins de moyens financiers, ne sera pas et ne serait pas d'accélérer cette simplification réglementaire pour permettre à toutes ces solutions qui vont dans le sens de la transition écologique et de son accélération et donc de la diminution de nos impacts, tout simplement de simplifier la possibilité pour ces entreprises de se développer? Mais je pense que ce que vous dites est très juste et c'est même essentiel et prioritaire. C'est-à-dire que notre droit, il a été construit sur un monde stable. Oui. La transformation que nous vivons, elle va à toute allure avec, vous le dites très bien, des innovations assez bluffantes, qui sont des vraies solutions, qui sont en plus potentiellement compétitives en termes de coûts, et sur lesquelles on bloque parce que, en fait, on est sur des réglementations qui ont été écrites pour des objets qui duraient 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on n'y est plus. Moi, j'ai mis en place au niveau de mon ministère une cellule dite TGV. C'est un mot bien prétentieux, pour essayer d'accélérer les procédures sur l'instruction de nos dossiers environnementaux. Et je souhaite effectivement porter des agendas de simplification majeurs, et notamment des espaces d'expérimentation.
Parce qu'effectivement, il y a des startups. On est complètement. C'est un moment passionnant si on regarde, si on prend un peu de hauteur. C'est un moment totalement passionnant en termes d'innovation, en termes de solutions, des entreprises qui sont en train d'émerger et de constituer des vrais modèles d'affaires en quelques années. Quand on regarde les progrès qu'on a fait en matière énergétique en 5 ans, on ne parlait pas de tous les sujets aujourd'hui, de pilotage, etc., de la flexibilité, ce que fait Voltalis, ce que vous aviez mentionné. Donc, c'est aussi ça qu'il faut pouvoir accompagner. Et oui, c'est probablement une des grandes fonctions étatiques aujourd'hui d'être capable de craquer, de vraiment laisser un espace d'innovation et d'accélération de l'adoption de nouvelles solutions. Et c'est assez contraire à notre culture administrative, historique, parce que c'est plus déconcentré, parce qu'il faut lâcher prise, parce qu'il faut accepter de se tromper. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher, d'avoir honoré de votre présence, Madame la Ministre, ce club de l'hémicycle. Merci, Nicolas Pereira. Bon World Impact Summit. Rendez-vous la semaine prochaine. À Bordeaux. Rendez-vous la semaine prochaine. La rédaction de l'hémicycle y sera. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver tous les contenus importants de la ministre Pannier-Runacher sur les réseaux sociaux habituels. Et puis, j'en profite pour relancer mon invitation au chef de l'État, puisqu'on m'a dit qu'il était intéressé. Donc, il y aura des chefs d'entreprise, Monsieur le Président de la République. N'hésitez pas, vous serez bien accueillis. On mettra un peu plus de clim, peut-être que la sécurité nous y obligera. En tout cas, vous êtes évidemment le bienvenu. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt, le mois prochain, pour un nouveau club de l'hémicycle. Merci beaucoup.